l'hypermodernité qui est, elle, notre culture moderne hypermoderne, est capable de destruction de la culture. Et c'est pour cela, dans un des chapitres, qui est intitulé du cannibalisme au génocide ou la fausse analogie. Donc je me suis attaqué directement à une coutume, entre guillemets, barbare ou destructrice, pour la comparer avec l'hypermodernité telle qu'elle peut s'exprimer dans le génocide. J'y reviendrai. Alors, donc, pour commencer, je vais évoquer... enfin, il y a plein d'anecdotes, hein. Enfin, bien sûr, il y a aussi plein de films qui m'ont inspiré. Et je commencerai par le tournage de African Queen de John Huston, sorti en 1951. Je ne me trompe pas, au Kenya. Le Kenya à l'époque était britannique. Ou l'Ouganda, voilà, je sais plus. Or, le premier jour, personne ne s'est présenté. Les habitants n'osaient se déplacer, craignant d'être mangés par les Blancs. Donc, vous voyez, d'emblée, en fait, l'arroseur est arrosé. Le réalisateur, donc John Huston, a donné alors sa parole d'honneur au chef du village que personne ne risquait sa vie. 2 émissaires ont été envoyés pour s'en assurer. Et lorsqu'ils sont revenus sains et saufs, tout le monde était convaincu que les Américains n'étaient pas cannibales. Le tournage pouvait commencer. Alors, cette anecdote, et j'en ai plein, hein, et que moi-même, je racontais tout à l'heure, moi-même, en Papouasie, dans mon terrain, j'ai été pris pour un cannibale japonais, enfin, par les Papous. Bon, voilà, mais enfin, peut-être qu'on aura l'occasion dans la discussion de revenir là-dessus. Donc, cette anecdote montre que le cannibalisme, ou plus précisément l'idée que l'on s'en fait, fonctionne sur le mode de la croyance. Tel que l'a formulé le psychanalyste Octave Maloni, je sais bien, mais quand même. On y croit tout en n'y croyant pas. On le redoute, donc le cannibalisme, tout en le désirant. On le dénonce tout en s'en délectant. On le pratique tout en le niant. On le raconte pour l'édification des jeunes générations, on le profère comme accusation, on le propage comme une rumeur, on l'établit comme une réputation, on le revendique pour se protéger de l'ingérence des autres, on l'atteste comme preuve de sauvagerie ou de folie, par exemple pour les faits divers, ou bien penser à un film comme Hannibal Lecter. On le condamne comme un crime, bien sûr, c'est même le plus grave des crimes que de manger son semblable. On le discute dans le cadre de controverses qui n'en finissent pas, notamment en anthropologie. Est-ce que le cannibalisme existe ou pas? Est-ce que le capitalisme est une invention du colonialisme ou pas? Donc, vous voyez, le cannibalisme, il est vraiment partout. Ces états mentaux, tout ce que je viens de décrire, tous ces états mentaux soulignent l'ambivalence du phénomène cannibale et la difficulté de le circonscrire, et encore moins de le définir. Les anthropologues, pour aller très vite, s'accordent presque tous sur l'idée qu'il n'existe pas de cannibalisme semblable. On est au contraire frappé par le caractère équivoque, discontinu et instable des coutumes cannibales. Et je prends coutume cannibale entre guillemets, pour ne pas tomber dans l'exotisme auquel on l'associe habituellement. Pourtant, revient comme une litanie dans les discours scientifiques et parascientifiques, une longue liste de faits, d'institutions et de mœurs données pour cannibales. Ces littératures, donc soit scientifiques, soit parascientifiques, de vulgarisation, récits de voyage, les contes, etc., font juxtaposer côte à côte des peuples et des sujets, des pratiques et des rituels, des époques et des sociétés différentes, et les raccourcis y sont fréquents. En quelque sorte, on se trouve devant une ratatouille cannibale, si vous vous permettez cette formule, une ratatouille cannibale qui mêle les actes cannibales qui font suite au naufrage, aux famines, aux catastrophes. J'en parlerai tout à l'heure, je donnerai l'exemple du radeau d'Anubis, par exemple. On y mêle la délectation des serial killers, donc les tueurs en série dont j'ai parlé tout à l'heure, et Hannibal Lecter reste une figure centrale grâce aux livres et aux films. Donc ça c'est Octave Maloni. Donc j'ai parlé dans le film, mais presque. Ah, il ne marchait pas.
donc les serial killers, là, comme vous le voyez sur l'image, les sacrifices des Aztèques, mais aussi des Olmèques et autres Incas de l'Amérique ancienne, le repas christique dans le christianisme, hein, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, les fossiles des squelettes des hommes préhistoriques qui plaident pour leur appétit cannibale, mais on sait très bien qu'il y a un très fort préjugé chez les préhistoriens qui sont censés donc étudier les premiers moments de la culture et même de l'hominisation, où on part de l'idée que par définition les humains étaient cannibales. Donc le lecteur d'une telle littérature en sort avec l'idée d'un éternel cannibale, qui se répète d'un contexte à l'autre et d'une époque à l'autre, mais dont le stéréotype par excellence demeure le cannibale africain, ou le repas anthropophage des Papous, Fidjiens et autres féroces sauvages des mers du Sud. Donc, le 19e siècle, c'est le siècle par excellence de ce stéréotype sur le cannibale des exotiques, et notamment des Papous où j'ai travaillé, et où, au fond, l'arroseur a été arrosé puisqu'on m'a pris pour un cannibale. En fait, voilà, donc là, ça par exemple, c'est la couverture d'un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle de Roland Villeneuve, Les cannibales. Donc vous voyez, en fait, la férocité, en fait. C'est vraiment, on est dans le cru, on n'est pas dans le cuit, comme dit Lévi-Strauss. Le cannibalisme, c'est de la crudité par excellence, c'est-à-dire de la barbarie et de la destruction. Ce qui est généralement donné sur le don de l'évidence, à savoir le cannibale, c'est celui qui mange son semblable. Présente en fait, donc ce type de déclaration, présente de mon point de vue un grave problème d'identité. Est-il approprié d'utiliser ce terme lorsque des personnes broient les os du défunt pour boire la poudre en mixture, comme chez les Guayaquis du Paraguay, sur lequel, bon ça c'est notre représentation stéréotypée des mangeurs d'hommes africains, là aussi voilà une image qui était un photomontage qui est passé pendant très longtemps pour la réalité. Aux Philippines, un repas cannibale d'une tribu philippine, et il a fallu 50 ans, 60 ans pour démontrer en fait que c'était une mise en scène, comme tant d'autres mises en scène, pour attester la réalité du cannibalisme, notamment, bien sûr, chez les primitifs des primitifs. Voilà, bon, en tout cas, les anthropologues connaissent Pierre Clastre, qui a écrit un très bel ouvrage sur les Guayaquis, justement, et où il montre dans un de ses derniers chapitres comment il a découvert de façon subreptice, oui, le cannibalisme de la population dans laquelle il a travaillé, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, là, je suis en train de citer en fait la diversité des occurrences et des contextes. On continue, est-il cannibale de sacrifier? On l'a déjà cité, comme vous le voyez, là, on a une reproduction des sacrifices aztèques, donc où non seulement on sacrifiait les soldats ennemis, et en général valeureux, mais parfois une partie de la noblesse se présentait comme volontaire, en fait, pour être sacrifiée, et on arrachait le cœur. Et ça pouvait finir aussi quand même par un repas cannibale. Comment penser, vous le voyez, je saute du coq à l'âne, mais en fait, il y a une cohérence. Comment penser la figure de l'ogre, le roule? Enfin, on en a, dans toutes les cultures, on en a l'équivalent. Et moi, je me rappelle, enfin, quand on était enfant et tout, c'était terrible, quoi. On avait envie, je reviendrai tout à l'heure, mais on avait envie qu'on nous raconte ces histoires d'ogre et de cannibale. Comme quoi, bon, donc... ou alors l'histoire du méchant loup, bien sûr, sur lequel je reviendrai, le petit chaperon rouge. Voilà, dans tous les contes, en fait, passent, ou en tout cas traitent du cannibalisme d'une façon ou d'une autre, et toute la question est de savoir, au fond, comment interpréter cela. Et c'est ce que je vais essayer au fur et à mesure. Ou alors, que dire du cyclope anthropophage des mythes antiques? Donc, il faut se rappeler que depuis la découverte de l'Amérique, les mythes du Moyen-Âge ont pris une ampleur incroyable, quoi, avec la découverte de ce qu'on va nommer l'Amérique plus tard.
donc l'imaginaire tératologique, c'est-à-dire monstrueux, va prendre des proportions incroyables, et on va voir partout, en fait, des anthropophages, des cynocéphales, des amazones, etc. Donc ça a beaucoup contribué, en fait, à renforcer cette idée que le cannibalisme est le propre des sociétés sauvages, primitives. Là, on a une gravure du XVIe siècle qui montre, en fait, les Amazones, avec leurs caractéristiques particulières. D'abord, c'est l'envers de la culture, puisqu'elles sont guerrières. Les femmes ne devraient pas être guerrières. Et en plus, elles sont cannibales, c'est-à-dire elles attrapent les hommes, elles les mangent, et puis certains, elles se reproduisent avec, ou elles le mangent après, et on ne revient pas. Et donc ça, c'était des mythes, au fond, très prégnants de la société ou de la culture occidentale. Alors, quel rapport y a-t-il entre les... Bon, maintenant, si on passe à ceux qui... si on passe à ceux qui ont traité du cannibalisme au cours de l'histoire, quel rapport y a-t-il entre les propos tenus sur le cannibalisme ou l'anthropophagie par les anciens, comme Hérodote ou Strabon, hein, on a plein de descriptions, par Christophe Colomb, j'y reviendrai, c'est l'inventeur du terme cannibalisme, par Jean de Léry, un des premiers qui ont décrit le cannibalisme exotique rituel, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, au XVIe siècle, c'est vraiment le premier voyageur avec Ranstaden qui nous a fourni une excellente description. Qu'en est-il bien sûr des philosophes de lumière, par exemple Voltaire, mais pas seulement. Hein. Voltaire, il y a un article dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, anthropophage. Et d'ailleurs, il est un peu à l'origine du stéréotype de l'Afrique anthropophage, etc. On sait très bien que Voltaire avait une conception où il pensait en fait que les races humaines en fait, n'étaient pas pareilles et qu'il faisait une hiérarchie entre elles. On peut se poser la question aussi de l'anthropophagie dans l'œuvre de James Fraser, à la française, James Fraser, à la française, qui a fait du cannibalisme le stade obligé en fait, de la culture. Ce serait le premier stade. Et au point que les anthropologues qui ont été formés dans l'école de l'anthropologie britannique, quand ils allaient sur le terrain, il y avait une rubrique magie, il y avait une rubrique économie, etc., mais il y avait une rubrique cannibalisme. Comme quoi il fallait absolument trouver du cannibalisme, même quand il n'y était pas. Freud, bien sûr, sur lequel peut-être je reviens tout à l'heure, le père de la psychanalyse, est l'inventeur de la pulsion ou du stade cannibale. Enfin, c'est très bien que la théorie de Freud et de l'Oedipe tourne autour de ça. Ou enfin, pour citer que quelques-uns, bien sûr, l'anthropologue contemporain, même s'il est mort il y a quelques années, Claude Lévi-Strauss, qui ont fait un phénomène culturel et symbolique par excellence. Donc, on peut dire que sous une permanence lexicale se dissimulent en réalité des discontinuités violentes. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cette analyse. Alors, j'en viens au terme cannibale, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le terme cannibale n'est-il pas lui-même historiquement et culturellement déterminé? N'a-t-il pas été inventé au lendemain de la rencontre de Colomb, Christophe Colomb, donc? On dit qu'il est découvert de l'Amérique, mais en fait, Colomb n'a jamais su qu'il avait découvert un nouveau continent. Lui, il pensait qu'il avait atteint les confins de l'Asie, là où il y avait tous les monstres des mythes moyenâgeux. Donc vraiment, pour lui, c'est pas d'ailleurs pour le critiquer, hein, parce qu'il a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un autre continent, puisque la Bible ne parlait que de 3 continents, hein, et les 3 descendants de Sem, Japheth et Ham, et que là, voilà, il a fallu donc faire une révolution mentale pour admettre cet élément-là. Bon, alors, voilà, ça c'est une allégorie. Bon, donc la rencontre de Colomb avec les sauvages, on voit bien en fait la mise en scène, hein, comment les Européens qui arrivent avec la culture et puis les sauvages sont là, plutôt contents enfin de voir parce qu'ils sont persuadés de la supériorité de Colomb. Bon, mais c'est une reconstruction bien sûr. Donc, il a été inventé donc, au lendemain de la rencontre de Colomb, et on trouve des traces donc, de cet élément-là dans son journal. Alors, Caraïbes. Hein, Caraïbes, c'est le nom mythique d'une population amérindienne, et que Colomb va
a rencontré dans ce qu'on appelle aujourd'hui Hispaniola, qui est Saint-Domingue, tout près de Cuba, Saint-Domingue. Il a appelé Hispaniola, là aussi, c'est une prise de possession des territoires Hispaniola. Enfin voilà, c'est un territoire qui appartient aux autres, mais il a appelé Hispaniola au nom du roi et de la reine d'Espagne qui venaient de réunifier l'Espagne et d'expulser les Juifs et les Arabes ou les musulmans. Bon, alors, Caraïbes, du nom mythique d'une population amérindienne, ça a donné par altération, a donné naissance par altération au mot cannibale. Comment? Ce dernier terme, comme je l'ai dit, charrie avec lui un tissu d'images et de fantasmes transportés par le voyageur colon lors de son périple. En arrivant dans ce qui va être appelé plus tard l'Amérique, l'amiral génois, Colomb, donc, était à l'affût des signes qui pouvaient confirmer les récits mythiques de son époque, parce qu'il devait rentrer et montrer qu'il a été vraiment dans les confins de l'Amérique, et pour prouver qu'il y a été, il devait rapporter voilà, il a pris connaissance de ces régions où vivaient les Amazones, où vivaient les Cyclopes, où vivaient tous ces monstres du Moyen-Âge, Gog et Magog, etc. Les cynocéphales, hommes à tête de chien, etc. Donc tous ces peuples anthropophages, par définition, c'est leur caractéristique, c'est qu'ils sont monstrueux, et leur monstruosité, elle se traduit justement par le cannibalisme. Pendant très souvent, enfin pendant la Renaissance et la découverte, en fait, la monstruosité physique était systématiquement associée à la monstruosité morale. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a associé les deux éléments et qu'il fallait systématiquement découvrir en fait, physiquement des difformités physiques pour leur associer une difformité morale. Alors, on peut se poser la question de savoir si le Caraïbe, bon, le Caraïbe, c'est au fond le nom que les Arawaks qui habitaient Hispaniola ou Saint-Domingue, ce qu'on va appeler Hispaniola Saint-Domingue, en fait, de temps en temps, ils recevaient des guerriers de la région des Caraïbes et surtout du continent, donc du nord du Brésil, et ils faisaient des prisonniers et puis ils partaient. Enfin, et puis les Arawaks ont associé ces incursions à leur façon, à une forme de monstruosité. Ben voilà, au fond, nos ennemis qui viennent, ils nous tuent et nous prennent des hommes et des femmes pour aller les manger. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, bien que n'ayant pas rencontré le peuple caribe lors de son premier voyage, il en fera 3, si je ne me trompe pas, ou peut-être 4, et bien que tout temps de l'existence des monstres, là, au fond, c'est quelqu'un de pragmatique, hein, donc il croit aux monstres quand ça l'arrange, et dans d'autres contextes, il n'y croit pas. Bon. Donc, Colomb va succomber aux allusions répétées des Arawaks sur la férocité des Canibas, vous voyez donc l'association qui va se faire, qui n'avaient qu'un seul œil et une face de chien. C'est, si je le cite, c'est dans son journal, les Canibas que décrivaient, soi-disant, les Arawaks, et pour faire accroire justement qu'il a atteint ces régions, il disait, ben oui, on m'a parlé de ces monstres avec un seul œil et une face de chien, je ne les ai pas vus, mais je les verrai la prochaine fois quand je reviendrai, parce qu'il prévoyait déjà un retour. Et d'ailleurs, c'est vrai, il a pu convaincre le roi de financer une deuxième expédition. Donc, il associait donc le nom Caraïbe au radical latin canis, vous voyez, l'association chien, l'adjectiva en cannibale, fils, face de chien, mangeur de chair humaine, qui donnera le substantif cannibalisme. Donc on voit que c'est un terme tout à fait moderne, c'est un terme qui est contemporain de cette rencontre extraordinaire entre l'Europe et ses altérités extrêmes. Parce que les Européens, au fond, ils avaient une connaissance de l'altérité, mais elle était juive, elle était musulmane, à la limite, elle était chinoise. Et puis, on pouvait se comparer avec eux. Hein. C'était des civilisations, même si on se détestait. Mais que dire de ces peuples voilà. D'ailleurs, pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir est-ce que les Indiens avaient une âme. Il a fallu la bulle du pape III, Paul III, je crois, ou Paul II, je confonds toujours, pour reconnaître l'humanité des Indiens, mais du coup avec deux conditions.
Donc il faut les reconnaître comme les égouts, comme des êtres humains, à moins qu'ils soient guerriers et cannibales. D'où l'accusation systématique, depuis ce moment-là, en fait, où les peuples amérindiens étaient accusés systématiquement de cannibalisme pour pouvoir les tuer, ou bien pour les faire travailler, ou pour les subjuguer. Donc, on peut dire que cannibale, qui est un mot moderne, donc vous voyez bien, en fait, pour moi, ce n'était pas évident. Au début, je croyais que le cannibalisme, c'était un substantif qui traduisait la modification de l'homme par l'homme. Ben non, non, il y a tout un imaginaire qu'il y a derrière. Et cannibale, donc, est un mot métis. On peut dire que c'est un mot métis puisqu'il est apparu dans une rencontre entre l'Europe, l'imaginaire de l'Europe et de la Renaissance naissante, et l'imaginaire des Arawaks. Un mot métis. Donc, à l'inverse du terme anthropophagie, qui veut littéralement dire modification de l'homme par l'homme, je préfère cannibale parce que cannibale, il a cette dimension culturelle et cette dimension historique qui nous permet de mieux comprendre finalement ce qu'il est que la définition littérale, cannibalisme, ce serait, ou l'anthropophagie serait la modification de l'homme par l'homme. Pour moi, c'est le degré zéro de la description. Ça ne nous apprend strictement rien sur le contexte où se déroule cette modification. Donc, le cannibalisme, il m'est apparu que le cannibalisme possède une charge symbolique qui en fait un concept culturel, chargé d'histoire, comme je l'ai dit, c'est-à-dire de préjugés, de stéréotypes, de fantasmes et de volonté de domination, comme on l'a vu dans l'exemple que je viens de donner, un exemple vraiment inaugural. Voilà, ça, c'est une gravure de Debris, un des graveurs du XVIe siècle, il l'a découverte avec son école et ses enfants, ses fils, gravure du XVIe siècle, rencontre des cultures émanant du cannibale, ça, c'est vraiment les premières représentations que nous avons du cannibalisme sauvage. Donc, l'existence même de l'autre et son étrangeté est postulée, quelquefois avant tout contact réel, d'autres fois, au contraire, en connaissance de cause, comme quoi ça dépend vraiment de l'intention qu'il y a derrière. Donc l'existence même de l'autre et son étrangeté postulée a souvent suscité des accusations de cannibalisme. La littérature est remplie de peuples victimes de ce type de dénonciation, et c'est un universel. Carthage par Rome, on n'a qu'à lire en fait les récits de la Rome victorieuse, hein, enfin, puis bien sûr on l'associe au sacrifice des enfants, etc. Les chrétiens par les païens. Les chrétiens accusaient les païens d'être des cannibales, les païens et les juifs par les chrétiens, c'est une accusation qui était très répandue, les Irlandais par les Anglais, les Chinois par les Coréens, les Indiens par les Indiens amérindiens par les Européens, pour ne citer que quelques exemples. Donc la réputation, l'accusation ou la rumeur du cannibalisme, parce que pour moi c'est essentiellement cela d'abord, le cannibalisme, avant qu'il ne soit réel, je ne dis pas qu'il n'est pas réel, on y viendra, mais le cannibalisme relève d'abord d'une réputation, d'une accusation ou d'une rumeur, et ces différents éléments ne sont pas à négliger dans la prévention du phénomène. Au contraire, ces choses constituent même l'essentiel de la nature du cannibalisme. En écho aux attentes des uns et des autres, elles finissent souvent par renforcer la croyance et cristalliser l'action. Je vais donner un exemple. Autant, revenir à Christophe Colomb, autant du premier voyage de Christophe Colomb, la rumeur du cannibalisme, nous l'avons vu, avait ainsi précédé l'observation et la réputation s'était trouvée transformée en accusation. Une citation du médecin de l'expédition de Christophe Colomb, voilà ce qu'il écrit dans son journal. Quand nous avons vu ceci, nous avons suspecté que les îles où nous nous trouvions étaient celles de Caribe, celles dont l'amiral avait entendu parler lors de son premier voyage. Donc il rapporte ce qu'il a vu lors du deuxième voyage, qui étaient habités par des gens qui mangeaient de la chair humaine. Donc c'est vraiment la première réputation que nous trouvons sous la plume des compagnons de Christophe Colomb. Donc, comme je l'ai dit, ainsi prit forme la première scène cannibale écrite du Nouveau Monde. En 1505, la première gravure illustrant un passage des lettres du navigateur Amerigo Vespucci, voilà, un autre Italien, en fait,
on nous dit qu'il veut une partie des couvreurs, au fond, il est italien, mais bon, c'est une forme de mondialisation à l'époque. Hein. Ah oui, absolument. Et alors, Amerigo Vespucci, c'est celui qui a découvert le passage entre l'Atlantique et le Pacifique. Et qui donna d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant en fait, Amerigo Vespucci a donné son nom malgré lui, c'est pas lui qui l'a décidé, hein. C'est un cartographe alsacien, ou lorrain, je crois lorrain, de Saint-Pierre, Martin Welsdimüller, qui, puisqu'on parle de nouveaux continents, à un certain moment, il s'est dit, on va l'appeler, il a appelé Amérique, d'Amérique. Donc vous voyez en fait l'arbitraire de la nomination qui devient effective. Oui, bon, enfin revenons donc quand même à cette représentation. Ça c'est la première gravure qui fixe définitivement ce motif dans l'imaginaire. Et regardez, c'est absolument cru. C'est vraiment, on est dans le cru et non pas dans les bisous, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on dépaisse les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que les représentations de l'époque sont extrêmement réalistes. C'est-à-dire, en fait, c'est un état de boucher. On a beaucoup de représentations, on a l'impression qu'on va au marché. Hein, que les sauvages, en fait, font leur marché chez le voisin. Voilà, ils vont le chercher, puis après, ils vendent, et puis après, ils font des prix. Donc ça montre bien l'ethnocentrisme de l'appréhension de ce phénomène. Alors, donc autrement dit, on ne peut appréhender le phénomène cannibale qu'à travers cette dimension, justement là c'est là où j'en viens, et c'est ma thèse, à la fois réelle et imaginaire. On ne peut pas les distinguer. Il faut appréhender le cannibalisme dans sa dimension à la fois historique et culturelle. Le cannibalisme est en effet moins une mendication de la chair humaine. Hein. Alors l'homme ou la femme mange son semblable. C'est plus que ça, c'est une métaphorisation des relations d'alliance et de pouvoir. Le cannibalisme peut être aussi une illustration de l'ensauvagement et du désordre. C'est pas pour rien qu'on accuse le voisin ou les autres d'être des cannibales, parce que c'est la pire des monstruosités. Et donc, par contraste, nous, bien sûr, nous sommes des civilisés, par exemple. C'est aussi, ça peut être un opérateur de la loi et de la règle. Là aussi, je donnerai des exemples plus tard. C'est aussi une frontière érigée entre soi et l'autre, entre l'humain et le non-humain, ou l'inhumain. Bref, dans ma perspective, je pars de l'idée que le cannibalisme relève toujours du fait raconté. C'est un fait raconté. On ne peut pas le saisir autrement qu'un fait raconté. Il n'y a pas une vérité du cannibalisme. Ça n'existe pas en dehors de ce que le discours peut dire et le contexte dans lequel ce discours le dit. C'est ça qui est important. Alors, ça ne sert à rien de chercher. En fait, c'est au contraire de relativiser, puis de contextualiser et puis d'analyser, au fond, pourquoi et comment un discours cannibale se met en place. C'est beaucoup plus intéressant que de partir de définitions a priori. Il était une fois un cannibale ou un peuple cannibale. Et je vous assure, là, on est dans la figure du conte. Et c'est pour ça que le conte est très important pour comprendre le cannibalisme. Mais pas seulement le conte, dans la littérature. La littérature, c'est quoi d'autre? Enfin, toutes ces fictions qui nous permettent d'organiser des espaces. Des espaces pour l'amour, des espaces pour l'étranger, pour différentes choses. Donc, derrière cette formule, il était une fois un cannibale ou un peuple cannibale, se manifeste une autorité ou une tradition, s'exprime une attente ou une morale, se déploie une forme ou une esthétique. Grâce à cette formule s'ouvre le champ de l'aventure, de l'extraordinaire et de l'indicible. S'entrouvrent les abysses de l'inachèvement et de l'incomplétude propre à la culture et aux faits humains. Parce que pour moi, en tant qu'anthropologue, la culture se construit, elle n'est pas donnée. Et au fond, ce qui au fond donne du sens à la culture, c'est parce qu'on doit tout le temps construire notre environnement. Parce qu'on part de l'idée, au fond, que rien n'est donné au départ. Et qu'il faut donc construire aussi bien la parenté que l'alimentation, que la religion, ce qui peut être tenu pour remplir cette fonction. Le récit cannibale n'assouvit jamais la curiosité. Il contribue au contraire à l'augmenter en même temps que le trouble qui lui est associé.
Et aucune preuve, et on en parlait tout à l'heure avec Madame la directrice du RMC, puis avec Ahmed, aucune preuve n'épuise la controverse ni ne clôt le sujet. C'est pour ça qu'au fond, c'est vain de vouloir toucher la preuve ou la trouver, comme si derrière on allait trouver l'objectivité du phénomène. Au contraire, on pourrait dire qu'avec le cannibalisme, on en redemanderait toujours, comme dans les contes pour enfants. Il était une fois, oui, il était une fois un cannibale. Et une fois qu'on a dit ça, ben, il faut faire le travail, quoi. Enfin, parce que qui c'est ce cannibale, comment, etc. Donc, il était une fois, nous donne cette fin nocturne, à la réflexion méthodique ou systématique de l'anthropologie. J'ai associé dans mon livre l'inspiration littéraire et artistique, comme l'a souligné tout à l'heure Ahmed, sous forme de contes, de romans, de peintures, de cinéma, de photos et de chroniques. Parce que c'est véritablement le lieu de l'élaboration de l'imaginaire. Donc c'est à travers ces documents, à travers cette littérature, à travers cette production, que nous pouvons saisir finalement le phénomène cannibale. Donc mon intérêt pour le cannibalisme est d'éclairer des pans entiers de nos pratiques, de nos imaginaires, de nos détresses, de nos utopies contemporaines. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé d'exotisme, j'ai projeté le phénomène dans l'histoire, mais en fait, ce qui m'intéresse à travers ce livre, c'est de décrire notre modernité, notre hypermodernité, d'écrire notre espace aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, ça a toujours été ma préoccupation en anthropologie. L'exotisme, c'est très bien. L'exotisme, c'est ce qui m'a permis de saisir toute une série de choses. Puis, ça fait partie de l'histoire de l'anthropologie. Mais l'exotique est là pour construire de l'universel. Et il faut aller au-delà d'une réification pour pouvoir saisir des processus. Et au fond, tout mon travail d'anthropologue, sur tous les terrains en rapport avec toutes les thématiques, a été conduit par ce but. Donc la force de la métaphore cannibale, et c'est pour ça que j'insiste sur la métaphore, et j'espère que vous allez le comprendre au fur et à mesure, en l'illustrant, est de produire du sens en créant de nouvelles similarités. La métaphore cannibale donne à penser de nouveaux référents que l'expérience ne donne pas à voir directement, ou que nous n'avons pas de moyens directs de conceptualiser. La métaphore permet de prospecter des analogies, de mettre en rapport des faits particuliers avec d'autres faits apparemment éloignés, dans le but de les faire apparaître sous une nouvelle lumière. Alors voilà, maintenant j'entre dans la partie d'exemplification. Donc je vais essayer, dans la mesure du possible, de donner des exemples très concrets qui vont nous permettre vraiment de comprendre ce que j'ai essayé de mettre sur pied. Alors, commençons par... Voilà, ça c'est une autre gravure de Debris. Hein, c'est une magnifique école, hein, donc je vous dis c'est vraiment un travail extraordinaire, quoi, parce qu'ils ont absolument tout documenté, en fait, toutes les scènes possibles d'imaginaire. Bien sûr, moi je n'ai retenu que les scènes de cannibalisme, mais il ne faut pas oublier, c'est à la fois effectivement une description qui donne à voir, là, surtout là, comme c'était une description de la sauvagerie intrinsèque, là c'est plutôt une vision sur laquelle je reviendrai, beaucoup plus compréhensible du phénomène, beaucoup plus culturel. Donc, vous voyez, même au XVIe siècle, on avait une appréhension à la fois sauvage, barbare, mais une appréhension plus culturelle. Celle-là, elle est magnifique, celle-là. On est dans la cuisine, comme je disais, on est dans le paradigme du cru et du cuit, et le cannibalisme, le véritable cannibalisme, passe par le cuit. Et ça veut dire quoi, le cuit? Ça veut dire qu'il y a une société, il y a des règles. On ne mange pas n'importe qui, d'ailleurs. C'est pas le premier venu en blanc.